Bonsoir. Merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Lors de la séance parlementaire dédiée à la discussion de la déclaration ministérielle adoptée par le nouveau gouvernement en vue d'obtenir la confiance du Parlement, le Premier ministre Nawaf Salam a affirmé la volonté d'édifier un État capable de décider de la guerre et de la paix, fidèle à la Constitution et au pacte national, et il a promis de protéger les libertés, la sécurité et les droits fondamentaux des Libanais. Le Premier ministre a insisté que le gouvernement est engagé à instaurer un État de droit visant la reconstruction du pays après l'agression israélienne récente. Un fonds sera consacré à cette fin. D'autres engagements ont été évoqués. L'extension de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire grâce aux forces armées légitimes, l'organisation des élections municipales et parlementaires dans les délais prévus, la modernisation du secteur public en suivant l'évolution numérique avec des dominations basées sur les compétences et l'efficacité, et la garantie de l'indépendance de la justice avec une accélération des formations judiciaires, notamment en lien avec l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth du 4 août 2020, et la modernisation des tribunaux et des prisons, incluant le suivi des prisonniers libanais dans les geôles israéliennes. Ce discours marque une étape cruciale pour le nouveau gouvernement qui se présente comme le garant de la souveraineté et du renouveau politique au Liban. Plusieurs députés ont exprimé leur position concernant la gestion du gouvernement, révélant un mélange d'approbation, de réserve et d'appel à des réformes profondes. Seul le député Gebran Bassil n'a pas accordé sa confiance au gouvernement. Le député Elias Boussab a accordé sa confiance au gouvernement tout en soulignant la nécessité de respecter la résolution 1701, d'ouvrir un dialogue national sur la stratégie de défense, de réviser d'urgence la loi électorale et de déterminer les responsabilités dans l'affaire des fonds des déposants. La députée Poula Yarkoubian s'est dite confiante dans le gouvernement, estimant qu'il adopte une approche réformiste capable de rétablir la souveraineté de l'État. Le député Mohamed Raad, au nom du bloc Loyauté à la résistance, a marqué un tournant en affirmant que pour la première fois, le Hezbollah coopérera avec le gouvernement. Le député Hadi Aboul Hosson, représentant le bloc du Rassemblement démocratique, a insisté sur l'application intégrale de la résolution 1701 tout en plaidant pour la refonte de la loi électorale jugée source de division. Le député Jamil Saïd a estimé qu'il serait injuste de demander au gouvernement de résoudre des problèmes antérieurs et a rappelé que la réforme doit signifier une véritable refonte de l'État tandis que ça lui implique de sauver le peuple. La députée Cetrina Jarja, tout en accordant sa confiance, a insisté sur l'ouverture des dossiers de corruption, notamment concernant l'exploitation des fonds des déposants pour financer la corruption et le clientélisme. Le député Michel Maawad a appelé le Hezbollah à revenir dans le giron de l'État, soulignant la nécessité d'une refonte du système judiciaire et la réalisation d'un audit pénal. Le député Fouad Marzoumi a quant à lui accordé la confiance au gouvernement tout en critiquant l'ambiguïté de communiquer sur la question des armes et l'absence de mesures concrètes concernant le secret bancaire, la révision de la loi, l'audit bancaire et les transferts financiers de 2019. Le député Michel Daher a affirmé sa confiance, réclamant l'annulation du secret bancaire et une solution pour les fonds de déposants. En revanche, le député Gebran Bassil a critiqué l'absence d'une orientation réformatrice claire, déclarant ne pas avoir confiance dans le gouvernement et annonçant que son camp se positionnera en opposition constructive. Dans une déclaration qui marque un tournant dans la transition syrienne, le président par intérim Ahmed Shara a promis de confier le monopole des armes exclusivement à l'État. Ce message délivré lors de la conférence de dialogue national sur l'avenir du pays à Damas survient 2 mois et demi après la chute de Bachar el-Assad. Lors de cette rencontre qui réunit des représentants de la société civile, des communautés religieuses, des opposants et même des artistes, le président a souligné que la Syrie n'accepte pas la division et que l'unité nationale constitue la force du pays.
Il a affirmé que la dissémination des armes, y compris la dissolution de l'armée syrienne et des factions rebelles telles que Hayat Tahrir al-Sham, n'est pas un luxe mais une obligation pour restaurer la paix. Par ailleurs, Ahmadinejad a annoncé la construction d'un état de droit et la mise en place d'une commission chargée de la justice de transition dont l'objectif est de rétablir les droits des citoyens et de poursuivre les auteurs de crimes contre la population. Cette initiative s'inscrit dans un processus plus large visant à construire une nouvelle identité nationale et à lancer des réformes institutionnelles fondamentales. Il est à noter que dans le souci d'une représentation inclusive, bien que des milliers de Syriens aient participé aux rencontres organisées dans plusieurs provinces, l'administration autonome kurde et ses forces démocratiques syriennes n'ont pas été conviés à ces échanges, suscitant quelques inquiétudes. À Rasda, malgré un conflit dévastateur qui a éclaté en octobre 2023, le ministère de l'Éducation a officiellement lancé la nouvelle année scolaire. Dans un contexte marqué par la destruction, près de 90% des écoles ayant été réduites en décombres par des actions militaires israéliennes, des responsables ont annoncé que des centaines de milliers d'élèves reprenaient désormais le chemin de l'école, même si, faute de salles de classe traditionnelles, le ministère a dû installer des tentes improvisées pour accueillir les cours. Le lancement de l'année scolaire est un message fort, malgré l'impact humanitaire et les difficultés, l'éducation se poursuivra, a déclaré Mohamed Matar, un responsable du ministère de l'Éducation. Il a précisé que des plans alternatifs sont en cours pour aménager les cours des écoles en utilisant ces tentes éducatives. Les élèves reprennent les cours sans uniforme ni manuel en raison de restrictions israéliennes au point de passage. Ce retour en classe est une lueur d'espoir pour Gaza, symbolisant la résilience du peuple palestinien face à la diversité. Malgré d'énormes divergences sur le fond, le président Emmanuel Macron a déclaré être convaincu qu'il y avait un chemin à faire avec Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Lors d'une conférence de presse conjointe à la Maison-Blanche, Emmanuel Macron a précisé qu'un accord de paix ne pouvait signifier une capitulation de Kiev et devait inclure des garanties de sécurité pour empêcher toute nouvelle offensive russe. Le chef de l'État français a évoqué la possibilité d'une trêve dans les semaines à venir, tout en insistant sur la nécessité d'un deal rapide mais pas fragile. De son côté, Donald Trump, vantant leur relation spéciale, a affirmé pouvoir mettre fin aux hostilités en quelques semaines et a avancé un accord avec l'Ukraine sur l'accès aux minerais, voire l'accueil prochain de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche pour ratifier cet accord. Pour Trump, le dialogue avec Vladimir Poutine reste la clé pour faire cesser les combats et il a même laissé entendre que le déploiement futur de troupes européennes en Ukraine pourrait obtenir son aval, même si les garanties de sécurité pour ces soldats restent à préciser. Pendant ce temps, Vladimir Poutine a affirmé que les Européens pouvaient participer au processus de règlement du conflit et Macron a appelé que l'Europe était prête à renforcer sa défense, voire à envoyer des troupes pour veiller à la paix. Derrière cette ambiance de camaraderie diplomatique, ponctuée de poignées de main et de compliments, se creuse un véritable fossé. Alors que Macron qualifie la Russie d'agresseur, Trump tend à rapprocher les responsabilités de la Russie et de l'Ukraine, voire à imputer au président ukrainien une part de culpabilité. En note finale, nous vous signalons qu'aux Émirats arabes unis, l'intelligence artificielle vient à la rescousse pour faire tomber la pluie. Dans un contexte où l'eau se fait de plus en plus rare, des experts réunis à Abu Dhabi explorent une nouvelle piste technologique. Après des décennies d'efforts et d'investissements colossaux dans l'ensemencement des nuages, une initiative innovante intègre désormais l'intelligence artificielle. Financé à hauteur de 1,5 million de dollars sur 3 ans, le projet vise à nourrir un algorithme avec des données de satellites, de radars et de météo pour identifier en temps réel les nuages aptes à être ensemencés. Ce dispositif promet d'optimiser une méthode déjà connue aux Émirats où la majorité de la population dépend de l'eau dessalée et des ressources souterraines rechargées par ces pluies rares. Et sur ce, nous terminons ce journal. Merci pour votre attention. Bonsoir.